une petite vidéo d'introduction sur le cours que j'ai donné la semaine dernière, donc dans le cadre de l'opération Apprendre à coder en ligne qui a été lancée par les bricodeurs. Donc voilà, je voulais faire un atelier sur la maîtrise de la ligne de commande, voilà, qui est cette petite fenêtre sombre qui fait un peu peur aux gens, mais en fait qui est très pratique. Donc voilà, je voulais un peu démystifier tout ça. Et du coup, voilà, on a fait une session live avec des- des participants et j'envoie à vous les studios. Donc, bonne vidéo, je vous souhaite une bonne vidéo. Je m'appelle Martin, je suis développeur depuis un bon paquet d'années parce que j'ai commencé tout seul dans ma chambre quand j'étais ado. Euh, et, euh, et donc j'utilise pas mal de langages de programmation en ce moment, enfin en particulier le C++, qui est un langage assez bas niveau dont je ne vais pas parler pendant cette présentation. Mais par contre, il y a un truc un sujet sur lequel on a décidé de mettre au programme de cette formation Apprendre à coder en ligne, c'est apprendre la ligne de commande. Donc pourquoi utiliser la ligne de commande quand on est développeur? Alors il y a un petit jeu de mots par rapport déjà quand on est en ligne de commande, on n'est pas en ligne justement. C'est-à-dire qu'on va utiliser le terminal de son ordinateur pour effectuer des commandes assez simples. J'ai perdu mon plan. Non, c'est bon. Alors, je vais vous parler un peu déjà de façon générale la ligne de commande. Après ça, je vais vous expliquer comment on se déplace avec la ligne de commande entre les dossiers, comment on manipule des fichiers. Après ça, je vais vous donner des exemples d'applications assez simples comme le ping, que vous avez peut-être déjà utilisé. Une utilisation un peu plus avancée qui va servir pour le développement web, par exemple. Les gestionnaires de paquets. Donc là, je vois quelqu'un qui parle de Chocolaté. Donc Chocolaté, c'est un gestionnaire de paquets. Sur Mac, il y en a un qui s'appelle Homebrew. Sur Linux, on utilise apt-get. Enfin, en fonction du temps où on en est et tout, peut-être qu'on ira. Je vous ferai une démo de ce qu'on peut faire en ligne de commande, des trucs un peu plus évolués en fonction. En fait, puis surtout, on se réservera aussi surtout la possibilité de poser des questions. Donc, la ligne de commande, qu'on appelle aussi le shell. Alors, le shell en anglais, ça veut dire la coquille, parce qu'en fait, dans un système d'exploitation, il y a ce qu'on appelle le noyau. Vous avez peut-être déjà entendu parler du noyau, du noyau Linux par exemple. En fait, le shell, c'est ce qui va entourer le noyau. C'est-à-dire que ça va permettre de dialoguer avec le noyau, mais de façon assez brute. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par une interface graphique avec des fenêtres. Voilà, ça c'est comme ça quand les premiers développeurs qui travaillaient sur des systèmes d'exploitation interagissaient historiquement avec le noyau. Depuis Windows, justement Windows ça veut dire fenêtre, on a des interfaces graphiques, donc je crois qu'il y avait d'autres systèmes, je ne sais pas si c'est Microsoft les premiers à avoir fait un système d'exploitation avec une souris et des fenêtres, mais en gros c'est à peu près à cette époque-là, on a commencé à avoir une façon d'interagir. C'est Apple, ouais, c'est possible que ce soit Apple, effectivement. Euh, on a eu une façon plus interactive et plus ergonomique d'interagir avec les ordinateurs, ce qui a permis notamment à beaucoup plus de personnes d'interagir avec les ordinateurs. Parce que c'est vrai que la ligne de commande, ça peut sembler un peu rébarbatif au début. Donc là, voilà pour cette première partie, le côté un peu historique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, donc je vais vous parler de justement de la ligne de commande que j'utilise. Donc moi, je suis sur Mac, donc j'utilise l'application terminale
de mon système d'exploitation. Sur Linux, ça s'appelle terminal aussi en général. Sur Windows, il y en a deux. Il y en a un peu historique qui se lance quand on tape commande dans le comment dire quand on fait démarrer, exécuter, on tape commande ou CMD, ça lance le- l'invite de commande. Mais moi, celle dont je vais parler, c'est celle qui est plus Unix, donc qui respecte un certain nombre de standards et qui est disponible maintenant depuis Windows 10 et ça s'appelle WSDL. Je ne sais pas si quelqu'un sait exactement. Je ne suis pas sur Windows, donc je ne saurais pas le dire, mais en gros, quand on lance WSDL, ça permet d'avoir un shell Unix, donc qui sera le même que sur Mac et sur Linux. Donc pour répondre justement à la question de Alfred qui demande si c'est pas le même, alors non, effectivement, l'interface de commande elle est un peu différente sur l'interface de commande traditionnelle sur Microsoft Windows, elle est un peu différente, mais depuis Windows 10, il y a un shell Unix standard donc, qui est plus agréable à utiliser parce qu'il respecte les standards et donc ça a tout un tas d'avantages, notamment qu'on puisse travailler de la même façon sur Windows, sur Mac ou sur Linux, quoi. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas Windows 10, vous avez possibilité d'installer un logiciel, je ne me souviens plus du nom, j'aurais dû le marquer dans mes notes, mais c'est Cygwin, ouais, voilà. Cygwin, ça permet d'avoir un shell Unix sur Windows. Donc en gros, sur Mac et sur Linux, c'est l'application terminale. Sur Windows, c'est WSDL, un truc comme ça, ou Cygwin. Du coup, un Cygwin, il faut l'installer séparément. Donc, je vais parler du script shell. Je ne vais pas m'étendre sur le script, je vais pas, excusez-moi, j'ai fait une petite faute. Je vais parler du shell Unix, donc de la ligne de commande Unix, qui est la ligne standard, et pas de celle Microsoft, enfin historique Microsoft, parce que voilà, elle n'est pas standard, et du coup, il faudrait faire une formation dédiée, et en plus, je ne suis pas un expert dans le domaine. Mais, comme je vous le dis, quel que soit le système d'exploitation sur lequel vous êtes, vous avez un outil pour pouvoir suivre cette formation. Alors, donc là, j'ai un petit exemple de programme en ligne de commande assez sympa qui affiche un aquarium. Mais bon, la ligne de commande, ça ressemble plus à ça. Donc là, en gros, donc a priori, vous devez voir, ouais, vous voyez ma fenêtre en entier. Donc j'ai mon application classique, la fenêtre, bon ça sert à rien de nouveau. Si on décompose ce qu'on voit, donc Martibuco c'est le nom de mon ordinateur. Alors pourquoi avoir le nom de mon ordinateur sur le shell? On pourrait se poser la question. Ben, en fait ce qui se passe c'est quand on est en shell, on peut soit utiliser le shell sur son ordinateur, mais je pourrais aussi me connecter à un shell sur un autre ordinateur. Par exemple, je pourrais aller me connecter sur l'ordinateur j'ai un deuxième ordinateur à côté de moi, je pourrais m'y connecter, et bon, bah, ça changerait le nom. Ça, c'est le dossier dans lequel je suis, donc atelier, l'atelier qu'on fait aujourd'hui, et ça, c'est mon nom d'utilisateur. Pareil, je pourrais me connecter sous un autre nom d'utilisateur, par exemple root, qui est l'administrateur système. Donc là, le dollar, ça veut dire qu'il attend c'est le début de la boîte de saisie. C'est là que je peux taper du texte, quoi, et avec le petit curseur. Alors, si je tape n'importe quoi, bon bah, il m'envoie tout un tas de messages d'erreur. Alors là, il en envoie plusieurs parce que j'ai mis des points-virgules entre les mots. Mais en gros, voilà, si je tape un message complètement bidon, bash, donc qui est le nom de mon shell, parce que là il se trouve que j'utilise le shell bash, il y en a plusieurs, je vais en parler après.
Et bah, il me dit que voilà, cette commande n'est pas trouvée. Donc le shell vous parle en anglais. Ça, c'est un truc, il faut vous y faire. Si vous vous lancez dans le développement, il va falloir apprendre à parler anglais parce que l'ordinateur, il a été conçu par voilà, surtout à la base des États-Unis et tout, et donc globalement, vous avez dû vous en rendre compte. Il y a énormément de choses qui sont en anglais. On peut traduire, et globalement, moi je vous conseille de rester toujours en anglais. Ça permet de, si vous avez un problème, vous le tapez sur internet, vous aurez plus de chances de trouver des ressources pertinentes en anglais qu'en français. Malheureusement. Mais c'est parce que tout simplement il y a plus de gens qui parlent anglais, qui font de l'informatique, que de français. Ok, donc là, je vous ai montré ce que ça donne quand on tape une commande qui est pas bien, enfin qui est bidon. Là, je vais en taper une qui sert à quelque chose. Donc, PWD. Alors, je me souviens plus trop ce que ça veut dire, mais en gros, je sais ce que ça fait. C'est-à-dire que ça affiche le dossier dans lequel vous êtes. Donc là, vous voyez, je suis dans mon répertoire utilisateur, Martin, Dropbox, projet, les bricoleurs, atelier. Donc, c'est le chemin de mon au même titre qu'on pourra avoir, enfin, vous connaissez le principe du chemin d'un fichier sur un ordinateur, slash ça correspond, c'est la racine, ça correspond au disque dur, voilà, et puis que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac, on a toujours à peu près les mêmes architectures de chemin, donc ça, user Martin c'est mon répertoire utilisateur, et, euh, et après ça, yes, excellent. Print Working Directory. Merci Habib pour l'information. De toute façon, quand vous avez un doute sur une commande, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est taper man, comme manuel, PWD. Et là, ça va vous permettre d'afficher l'aide sur la commande. Donc là, une fois que je suis là-dedans, je peux voir les différentes, toute la documentation sur cette commande. Pour se déplacer, quand on est dans une page de manuel comme ça, pour info, c'est pas forcément très intuitif, mais il faut utiliser les touches J pour descendre et K pour monter. Donc voilà, je vous expliquerai peut-être pourquoi, si ça vous intéresse, pourquoi on n'utilise pas les flèches. Mais voilà, c'est bon à savoir quand on est dans une page de documentation ou dans certains, à chaque fois que la ligne de commande affiche quelque chose en plein écran, en général, on utilise les touches J et K pour faire défiler le fichier. Ok, donc ça, maintenant, c'est cool, on sait où est-ce qu'on est. Maintenant, l'idée, ça va être de se balader, quoi. Donc, la commande pour se balader. Merci Alfred. Alors, WSDL. Sous Windows, on fait comment pour lancer WSDL? J'ai envie de dire... alors, j'ai un petit doute quant au fait qu'il soit installé par défaut. Peut-être qu'il faut l'installer. Je vous demande une petite seconde. Windows Subsystem for Linux. Alors, c'est WS... Je me demande si c'est pas WSL, en fait. Donc la question, est-ce qu'il faut... Voilà, alors il faut l'installer. Donc je vais mettre le lien dans la description. Tac. Voilà, donc là j'ai mis le lien pour installer WSL. Donc après ça, en gros, il va vous demander quelle distribution vous voulez mettre. Moi perso, je vous conseillerais Ubuntu ou Debian. Ubuntu c'est plus connu, Debian c'est très intéressant. Et pour répondre aux autres questions, donc Alfred qui demandait pour le WSL, ça c'est bon. Et pour Linux, c'est le terminal. Alors, ouais, c'est le truc avec sudo. Sudo, j'expliquerai ce que c'est, mais effectivement, normalement, vous devriez pas, ceux qui sont sur Linux, vous ne devriez pas avoir de problème à trouver le terminal via le menu application ou la recherche d'application.
Ok, si ça vous va, je vais reprendre là où j'en étais. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir se déplacer dans les dossiers. Donc pour se déplacer, c'est très simple. C'est la commande cd. Alors là, je vais taper cd pour change directory. Tac. Et là, du coup, je me retrouve. Donc là, vous voyez, ici, je me retrouve. Bah, on va voir, on va utiliser la commande d'avant, pwd. Je me retrouve quand on tape cd sans argument, il nous ramène à notre répertoire utilisateur. Le répertoire utilisateur, il est parfois représenté par ce petit tilde que vous voyez ici. Euh, Par exemple, enfin, je vais vous expliquer justement. Donc là, on va se dire que je vais revenir dans mon projet. Donc là, je tape Dropbox. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'autocomplétion sur les noms de dossiers. Donc si j'appuie sur la touche tabulation, ça me permet de ne pas avoir forcément à taper l'intégralité du, du nom de dossier, quoi. Voilà, hop, là je reviens à mon dossier. Euh, donc voilà, je peux aussi vouloir descendre juste d'un seul niveau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser point point. Point point, en fait, euh, point, quand on utilise juste un point, c'est une référence au dossier courant. Donc si je fais cd point, je ne vais pas changer de dossier. Par contre, si je fais cd point point, ça va être une référence au dossier parent. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne suis plus dans le dossier les bricodeurs, je suis dans le dossier, je suis plus dans le dossier atelier, je suis dans le dossier les bricodeurs. On peut avoir aussi envie de s'adresser de façon absolue au dossier qu'on veut. Donc là, par exemple, hop, alors j'ai oublié la majuscule, hop, je vais aller dans Martin, et puis là, je vais aller dans Download, par exemple. Tac. Voilà, donc là, je suis dans le répertoire Download. Et on peut, plutôt qu'avoir à taper tout le user, tout, utiliser le raccourci tilde. Donc c'est celui que vous voyez tout à l'heure, je vous avais montré. Donc tilde, ça correspond au dossier utilisateur sur lequel, hop, je vais rajouter Dropbox, projet, et bricodeur, atelier. Ah zut, là j'ai fait une erreur, j'ai pas... Voilà. Ok, donc est-ce que c'est à peu près clair sur la façon dont se déplacer dans les fichiers? N'hésitez pas, si il y en a un qui veut poser une question, c'est maintenant. Ok, bah vu que on va dire que William a dit oui, donc tout le monde a dit oui. Ok, c'est parti, on continue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la manipulation de fichiers. Alors, il y a une première commande qui est super simple, qui s'appelle touch. Donc touch, ça va créer un fichier. Donc là, je vais créer un fichier qui s'appelle pouet. Voilà, je mets même pas d'extension. Si je vais mettre une petite extension, ça va être un fichier texte. Et du coup, bah, pouet, maintenant, j'ai créé un fichier pouet, donc c'est super. Et pour l'afficher, je vais faire cat. Donc cat, ça va afficher le contenu du fichier. Donc forcément, le truc c'est que touch, ça fait un fichier mais qui est vide. Donc, ce qu'on va faire pour remplir ce fichier, alors je pourrais utiliser un éditeur de texte, mais là on n'a pas d'éditeur de texte parce qu'on est dans le shell et on n'a pas d'interface graphique, quoi. Il faut s'imaginer que voilà, vous êtes connecté à un serveur distant, celui sur lequel est installé votre site web par exemple, j'en sais rien. Et du coup, alors il y a un outil super évolué qui s'appelle VI, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est tout un univers. On va pas, ça ferait l'objet d'une formation entière. Là on va rester sur des trucs simples. Donc, alors, je vais faire une petite digression par la commande echo. Donc la commande echo, c'est assez simple, ça affiche le message que vous passez en paramètre. Donc là, si je fais echo coucou, ça affiche coucou. Donc ce que je vais faire pour remplir le fichier, c'est que je vais faire echo coucou et je vais mettre la sortie de la commande, non pas l'afficher à l'écran, mais le mettre dans le fichier pouet. Voilà. Donc ça,
ce petit signe supérieur là, il va rediriger la sortie de la commande echo pour l'envoyer dans le fichier poète.txt. Donc là maintenant si je fais cat poète.txt, j'ai bien coucou. Alors si je fais je vais utiliser la flèche du haut pour rappeler, ça c'est très pratique, ça permet de rappeler les précédentes commandes. Donc si je refais ça, donc vous constatez que ça n'a rien changé. Par contre si je fais ça, echo baba tempoète, et que là j'affiche le contenu de poète, le contenu a été remplacé. On est reparti, on a repris l'antenne, super. Donc là ça devrait être plus agréable. Ok, donc voilà, manipulation. Donc là maintenant, donc voilà, j'en étais à cette histoire de... Donc j'ai écrasé le contenu du fichier poète dans lequel on tient maintenant Baba. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire echo. On va faire echo boom. Alors vous voyez que j'ai plein d'imagination, mais avec deux cils supérieurs. Et là, quand on fait ça, et bien là ce qui se passe, c'est que le contenu du fichier de la sortie de la commande ne remplace pas le contenu du fichier poète, mais l'ajoute à la fin. Alors, c'est des manipulations, vous allez me dire, vous n'aurez pas besoin de les faire, vous n'aurez pas besoin de les faire tous les jours. En réalité, c'est assez important de comprendre comment ces choses-là marchent, parce que c'est les commandes un peu de base, et vous y serez confronté à un moment, donc voilà. C'était peut-être pas le truc le plus simple, mais en tout cas, j'avais besoin de vous parler de ça, histoire qu'on ait un fichier qui contienne quelque chose. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une commande toute simple, cp poète trompette. Voilà, donc maintenant, si je fais cat trompette, hop, bah voilà, j'ai copié mon fichier trompette, mon fichier poète, il est toujours là. Hein, et alors, on pourrait se dire, mais comment on fait la liste? Bah, c'est tout simple, on fait ls. Donc ls, ça permet de lister des fichiers. Donc voilà, il y avait d'ailleurs déjà un fichier, donc ça c'est un .sh, c'est un script, mais je vais peut-être pas on va peut-être en parler, mais on verra. Mais ce qui est important, c'est que là on voit qu'on a le fichier poète qu'on a créé et le fichier trompette. ls, c'est assez simple, c'est-à-dire que ça fait une liste de fichiers, comme vous pouvez le voir, mais par contre, on n'a pas trop d'informations sur le fichier. Donc, si on veut avoir une information un peu plus détaillée, on utilise l'argument tiret du 6L. Et là, on a beaucoup plus de choses qui s'affichent. Donc, on a les noms des fichiers, l'heure à laquelle il a été créé, avec la date et tout, quoi, la taille en octets. Donc là, vous voyez, on a vraiment affaire à des fichiers qui sont tout petits, hein, ils font 10 octets. L'utilisateur qui l'a créé, le groupe de l'utilisateur. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, un fichier sur Unix, dans le système de fichiers, il appartient à un utilisateur et un groupe. Et ça, c'est les permissions. Sur le fichier. Staff, c'est le groupe. C'est un groupe générique, globalement. Je crois que sur macOS, tous les fichiers utilisateurs, ils appartiennent au groupe staff. Ça, c'est les permissions. Donc, les permissions, c'est quand même un truc qui est assez important à comprendre. On est sur des notions Unix, hein, mais justement qu'on découvre assez facilement via le shell. C'est les droits qu'on a sur les fichiers. Donc en gros, la première colonne c'est l'exécution, la deuxième c'est la lecture, et la troisième c'est l'écriture. Donc là vous voyez que ce fichier est trompette. Ah non, excusez-moi, la première c'est, je crois que ls-l, tac tac. Ouais, la première ça vous dit si c'est ça veut dire directory, ça veut dire qu'on a affaire à
un dossier. Donc la première, c'est la lecture, écriture, donc read, write. X, c'est pour exécution. Et les colonnes qui suivent, c'est les droits pour le groupe. Donc, droit de lecture pour le groupe. Alors là, on va rester sur le fichier trompette. Donc, droit de lecture pour l'utilisateur, droit d'écriture pour l'utilisateur, pas le droit d'exécution pour l'utilisateur. Droit de lecture pour le groupe, pas le droit d'écriture pour le groupe et pas le droit d'exécution pour l'utilisateur. Et ça, c'est pour tous les autres. C'est-à-dire que les autres, ceux qui ne font pas partie du groupe, ils ont le droit de lecture, mais pas le droit de... Donc voilà. On peut voir que le script, lui, il a les droits d'exécution pour l'utilisateur, le groupe, et même tout le monde a le droit d'exécuter ce fichier, quoi. Qu'est-ce que ça... Alors ça m'amène, je vais basculer justement de fil en aiguille comment... Donc là je vous ai montré comment... Ouais, ouais. Alors, Attends, oui, non, excusez-moi. La gestion de droit, ça permet de protéger l'idée d'avoir cette politique de droit sur les fichiers sur un ordinateur. Ça permet d'éviter de se faire corrompre, ça permet de protéger ces fichiers. Imaginons un ordinateur sur lequel ce soit un ordinateur familial et donc il y a par exemple une mère et ses enfants qui utilisent l'ordinateur. Donc la mère, on va dire, elle est administratrice de l'ordinateur et les enfants, ils vont avoir des comptes utilisateurs. Le but d'avoir des droits différents sur les utilisateurs, ça permet d'éviter à un utilisateur de regarder les fichiers de l'autre, par exemple. Alors là, en l'occurrence, moi, c'est un ordinateur sur lequel il n'y a qu'un seul utilisateur, mais moi, là, j'ai mis tout le monde a le droit de lire le fichier poète. Mais si, imaginons que j'ai envie de supprimer la possibilité à un autre utilisateur de lire mon fichier, je pourrais le faire. Alors, pour le faire, il y a une commande qui s'appelle chmod, je veux dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire A pour all moins R. Je me suis trompé. C'est pas A. J'ai un doute. Mais en gros, c'est A. Ouais, mais alors c'est ma syntaxe qui est pas bonne là. C'est ma syntaxe. Ou alors peut-être c'est moi comme ça qu'il faut faire. Alors on peut le faire de façon différente. On peut utiliser des codes. Donc en gros, alors chmod, pour l'instant, le mode, alors, il est en 6, 4, 4. C'est-à-dire que là, vous connaissez je suppose que vous savez comment on code, enfin je ne sais pas si vous savez comment on code en binaire, c'est-à-dire que les 0 c'est 0, 1 c'est 1, 1, 0 c'est 2, 1, 1 c'est 3, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code binaire, mais en gros le code binaire de ces droits, c'est 6, 4, 4. Donc là, si je fais un changement de mode en 6, 4, 0 de trompette, vous voyez que j'ai supprimé la possibilité de lire par les autres utilisateurs. Est-ce que ça va sur l'histoire des droits? Oui, non, je vais rajouter un truc important, c'est le droit d'exécution. Donc là, vous voyez, j'ai un script hello. Donc ça marche pas si je fais ça. Il ne la trouve pas parce que ça marche sur Windows, ça, sur le shell Windows, mais pour que ça marche, il faut utiliser point, donc le répertoire courant, slash
donc qui est le délimiteur de répertoire, et hello. Et donc là, je vais pouvoir exécuter mon script. Donc voilà, c'est un petit message que j'avais écrit avant de commencer, finalement j'ai remplacé par ASCII Aquarium. Mais en gros, j'ai exécuté ce script. D'ailleurs, je vais vous montrer le contenu pendant qu'on y est. Donc voilà, ce script, là c'est des informations pour savoir qu'est-ce qu'il faut, utiliser, pour dire que c'est un script bash. Et ça, c'est la commande echo avec une chaîne de caractères. Si je fais pareil sur trompette, ça marche pas. Parce que trompette n'est pas exécutable. Alors je pourrais mettre... Ah, attends, il y a des questions. Je suis prêt, ça marche sur Windows, staff c'est qui? Ok. On n'a pas besoin de MDP pour modifier le fichier TXT. Alors, pour modifier... Non, t'as pas besoin de mot de passe pour modifier le fichier TXT. Je comprends pas très bien la question, William. Est-ce que tu pourrais éventuellement la poser à l'oral en ouvrant ton micro? Ça dépend dans quel répertoire. Dans ton répertoire utilisateur, tu peux modifier les droits. Les fichiers, excuse-moi. Là, tu vois, regarde. Effectivement, si je vais là, à la racine. Donc là, tu vois, j'ai tout un tas de dossiers. On va aller dans un dossier un peu critique. Celui-là, par exemple. Celui-là, il contient un fichier host, par exemple. Bon, je peux l'afficher. On voit, par contre, donc il appartient à l'utilisateur root, au groupe will. Donc ne me demandez pas ce que c'est que le groupe will. Et on voit qu'il est en 6.4.4. C'est-à-dire que moi, comme je ne suis pas l'utilisateur root, je ne peux pas le modifier. Là, on va essayer de faire un echo test. Alors, on va déjà afficher le contenu. Host, oui, non, ça je l'ai déjà fait. Donc ça, voilà, juste que je vous surligne, ça c'est le contenu du fichier host. Ok. Si je fais un echo test tac host permission denied. Donc du coup, ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est un fichier système, il ne faut pas le modifier. Alors il se pourrait que j'ai quand même envie de le modifier, parce que je suis... parce que des fois on a besoin de le modifier, hein, c'est un vrai intérêt de le modifier. Donc là je vais utiliser la commande sudo qui va me donner les droits administrateurs, donc il va me faire passer la prochaine commande comme si j'étais root, l'utilisateur root administrateur. Tac, et on va refaire la commande. Et ça ne marche pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Alors bon, là c'est vrai qu'on fait des trucs. Je vais le faire je vais utiliser la commande vim, dont je vais parler, qui est l'éditeur de texte un peu plus compliqué. Parce que voilà, le fait de changer avec le signe supérieur ça marche pas, mais en gros là il me demande mon mot de passe, donc là je tape mon mot de passe administrateur et je me retrouve dans le fichier. Voilà, donc là je peux aller le modifier, je peux écrire n'importe quoi et quitter. Je vais modifier un fichier système, c'est pas grave, vous inquiétez pas, parce que je sais ce que je fais. Je vous déconseille personnellement de le faire. Voilà. Voilà. Je vais revenir. Est-ce qu'il y a encore des questions vis-à-vis de ces histoires de droits utilisateurs? Parce que c'est vrai que c'est quand même un truc qui est assez important et qui peut vous faire galérer quand vous êtes sur des... Voilà, c'est des problèmes que vous avez déjà rencontrés. Est-ce que c'est plus clair? Là, Alfred, tu parles de pour tous les droits, c'est 744. Non, pour tous les droits, c'est 777. 777, ça veut dire que... donc tu vois, 7, voilà. 744, c'est-à-dire que toi, l'utilisateur, a tous les droits sur le fichier, mais par contre, que tu donnes que les droits de lecture
D'ailleurs, est-ce que c'est les droits de lecture ou d'écriture? Euh, Ouais, c'est que les droits de lecture. Je me souviens plus. Attendez, je vais regarder. Tac, les bricoleurs attelés. Donc ls-l. Donc en gros, 1. Bah écoutez, on va le faire. Hein. 7, 4, 4, trompette. Tac. Donc là, voilà. Trompette, il est exécutable. Donc là, maintenant, je peux faire ça, là. Ça n'a aucun intérêt, mais... Enfin, si, c'est-à-dire qu'il exécute le contenu de trompette qui contient bas et boom, qui sont des commandes qui n'existent pas. Donc voilà ce que ça donne. Mais comme on peut le voir, bah, là, on est en lecture. Voilà, on est 7, on a tous les droits. Donc exécution, enfin lecture, écriture et exécution. Et les autres utilisateurs, donc le groupe et les autres utilisateurs n'ont que la lecture. Le mieux, c'est quand même 644, quoi. Je vais le remettre comme ça, d'ailleurs. Hop. Ça, vous avez vu, c'est quand j'ai fait mon fichier avec Touch. Je fais n'importe quoi. Il est en 644. Voilà. Donc, je vous ai montré la commande copy. Il y en a une qui est pas mal, c'est la commande move aussi. Donc, mv. Ça permet de renommer un fichier. Donc, par exemple, là, le fichier que j'ai fait qui s'appelle skdfs, je vais l'appeler note.txt. Donc là, voilà, le fichier skdfs a disparu et on a un fichier note. Voilà au niveau des manipulations de base de fichiers. Je ne sais pas trop quoi rajouter. J'avais pas vraiment prévu plus. Et puis de toute façon, le temps passe quand même. Et je vous propose qu'on passe à la suite. Ouais, enfin la suite c'était une application simple. Donc l'application simple c'était, donc là je vous ai montré les commandes vraiment système. Il y a des commandes vraiment utilitaires qui sont super pratiques quand on fait la ligne de commande. C'est par exemple la commande ping. Vous avez peut-être déjà utilisé cette commande. Ça permet de savoir est-ce que vous êtes connecté vous avez la possibilité de vous connecter à une adresse IP. Alors moi je l'utilise pour vérifier si je ne suis pas connecté à Internet. Donc il y a un site, une adresse IP qui est très facile à retenir parce que c'est 1.1.1.1.1. Voilà. Si j'arrive, donc là, en fait, ce que fait cette commande, c'est assez simple. C'est que ça envoie des paquets de 64 octets à l'adresse et ça regarde le temps de réponse. Donc si vous avez des réponses, ça veut dire que vous êtes connecté à Internet. Et en plus, je crois que c'est un nombre, c'est Xavier là qui vient d'arriver, qui m'a partagé cette info, c'est que c'est un, comment dire, c'est un nom de domaine, donc ça permet voilà. Donc, non, je vais peut-être pas rentrer dans ce que c'est qu'un nom de domaine. Alors là, il y a quelqu'un qui a un problème de ping. Alors j'ai envie de dire, tu n'as peut-être pas d'internet, mais si tu es connecté, c'est que tu as forcément l'internet. Donc ta commande a l'air correcte. Tu es sur Windows. Alors, ouais, tu es sur Windows. Peut-être ce qui se passe, c'est probable que ton installation, donc WSL, tu n'aies pas activé les accès Internet. Peut-être que ça fonctionne. Ouais, ça, à mon avis, ça veut dire que ton WSL n'est pas connecté à Internet, à mon avis. Parce que tu es bien connecté à Internet, vu que tu nous envoies des messages. Ouais, un truc comme ça, enfin, je pense pas que la manipulation soit très compliquée à faire.
Mais là, je ne vais pas pouvoir te dépanner dans le cadre de la formation, on va avancer pour les autres. Ouais. Euh, ok, donc voilà, petite commande vraiment simple à utiliser qui sert, qui est assez pratique. Alors, je voulais en montrer une autre qui est vraiment très pratique pour le développement. Alors, bon, déjà, il y a Python. Python, vous avez a priori tous installé, tous Python installé sur votre système. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Je vous incite fortement à le faire parce que c'est un super langage de programmation. Donc si vous lancez, donc on va faire un petit check. Un truc qui est pas mal quand vous lancez un outil en ligne de commande, c'est regarder la version. Donc là, vous pouvez voir que c'est la version 2.7.16, donc qui est un peu une vieille version. Euh, mais bon, celle-ci, normalement, on est plus en 3.8. Mais voilà, là j'ai la version 2.7 et ce qui est pas, donc ça permet notamment de faire on peut coder carrément. Donc là, voilà, tac, Martin, je vais coder un peu de Python. Des trucs très basiques, quoi. Bon, je n'étais pas à l'atelier de Python, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je sais même plus comment on quitte. CTRL D. Ok. Voilà, donc l'intérêt, donc ça peut vous permettre de faire des petits tests de Python directement dans le terminal. Mais moi, ce que je voulais vous montrer qui est plus intéressant, c'est comment démarrer un serveur HTTP avec Python. Et ben, c'est pas plus compliqué que ça, sauf que je ne suis pas sur la bonne version de Python, donc ce n'est pas ça que alors, je crois que justement, si vous êtes en Python 3, c'est la bonne commande. Sinon, simple HTTP serveur, un truc comme ça. Non, c'est pas ça, zut. Alors attendez, on va faire plus simple. 3. Voilà, on va le faire avec Python 3. Parce que il se trouve que moi j'ai Python 3 installé sur mon ordinateur. Alors j'utilise l'adresse est déjà utilisée, donc on va utiliser une autre adresse internet. 4, 4, 4, 4. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un serveur. Et alors, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, bah, je peux plus taper de commande, quoi. Là, j'ai perdu la main sur le. Je peux taper des commandes, ça fera rien, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je prends cette adresse et que je vais dans le navigateur, alors, tac, je vais prendre une fenêtre de Brave. Tac. Donc là, vous voyez là, bam. Donc voilà. Donc là, vous voyez, cette ligne de commande toute simple qui invoque un serveur Python, et ben il permet. Bah voilà, j'ai un site web. Voilà, il a aucun intérêt quoi, mais on voit mon script, on voit les notes, on voit trompette, donc on a voilà ce que j'avais écrit la dernière fois, donc enfin tout à l'heure. Donc bon, ça c'est pas très intéressant en soi. Parce que c'est des fichiers texte, mais voilà, imaginons que je fasse un fichier HTML. Bon, bah, on pourrait utiliser tout ce que vous avez, vous créez un fichier. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail, mais je vais utiliser Vim pour faire par exemple un index.html. Tac. Mail. Hop, on va faire un fichier bidon. Body. Titre. Un paragraphe. Body. Bon, c'est pas très. Je suis pas super au niveau des normes, il n'y a pas de header, il n'y a rien, mais on s'en fout, ça marche quand même. Ah ouais, il y a un truc, j'ai été un peu rapide, je vous ai pas montré comment j'ai quitté. C'est-à-dire que là, j'ai fait un CTRL-C pour quitter le serveur. Donc là, je vais le relancer, hop. On va se remettre dans notre fenêtre, je vais rafraîchir, et là, vous voyez, j'ai mon site web. Bon, c'est
pas un super beau site web, mais n'empêche que c'en est un, quoi. Et que ça m'a pas demandé une énergie de ouf pour le faire, quoi. J'ai juste lancé une commande dans la ligne de commande. Donc voilà. Donc je quitte avec CTRL-C. Et en fait, bon, ça c'était juste un exemple. Les exemples, bon, il y avait les commandes de base. Tout ce que j'ai fait au début, c'était les commandes de base. Après ça, j'ai montré Ping et Python. Mais en fait, vous allez voir, vous allez en avoir. Quand vous allez commencer à développer, il y a un moment où vous allez être obligé de taper des lignes de commande. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'être à l'aise dans cette interface. Mars pour la question, ouais, on va faire une rediffusion YouTube. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'être à l'aise en ligne de commande, parce que c'est en fait la façon la plus simple pour un développeur de distribuer un programme. Moi, par exemple, je sais que je développe plutôt des trucs en interface graphique, mais quand j'ai envie de faire un truc rapide, je le fais en ligne de commande parce que c'est pour moi, c'est assez simple. Moi, mon outil il s'appelle JKR, voilà. Euh, c'est un outil qui permet pas mal de fonctionnalités, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ah si, je vais quand même vous en montrer un qui est vraiment cool, qui s'appelle FFmpeg. Donc FFmpeg, c'est le moteur vidéo qui est à la base de VLC. Donc en gros, c'est un outil en ligne de commande, c'est le couteau suisse du fichier vidéo. Et en fait, cet outil, il vous permet de faire des conversions dans tous les sens, de faire des redimensionnements, de faire... je connais même un mec qui a monté un film avec FFmpeg, quoi. Donc bon, le mec c'était un barbare. Bref. Mais un truc qui peut être cool, qui pourrait vous intéresser. Alors attendez, j'ai fait un petit détour par FFmpeg, je suis obligé, il y a un sujet que je voulais traiter avant qui était important, c'est l'histoire des managers, des gestionnaires de paquets. Pour installer un programme en ligne de commande, on utilise un gestionnaire de paquets. Donc c'est pas les mêmes en fonction des plateformes. Sur Linux c'est apt-get par exemple, il y en a d'autres. Sur Mac c'est Homebrew, donc avec la commande qui s'appelle brew. Et sur Windows, c'est Chocolaté. Donc ça c'est des programmes, en tout cas Homebrew et Chocolaté, qui ne sont pas installés automatiquement sur votre ordinateur. Il faut aller sur le site. Donc je vais aller par exemple, on va aller sur le site de Homebrew. Tac. Donc voilà. Donc pour installer Homebrew, c'est facile. Je prends la ligne de commande, je la colle, et puis voilà, là il lance l'installation, quoi. Bon, je vais pas l'installer parce qu'il est déjà installé, mais en gros, on va en profiter pour faire un petit peu d'analyse de ce qui se passe. Donc voilà, on a le programme qui est utilisé. Ouais, qui va exécuter la commande se trouvant dans le résultat de cette commande-là. Bon, on en passe sur des notions qui sont un peu plus avancées. Cette commande-là, elle va utiliser curl. Curl, c'est un truc... Ah, curl, c'est intéressant. Ouais, là je pars un peu dans tous les sens. Bref, je vais peut-être, si ça vous intéresse, on reviendra sur le détail de cette commande parce que j'ai peur qu'on s'écarte un peu du sujet principal. Donc, en tout cas, moi, Brew, je l'ai installé. Notamment, alors, je le trouve super simple cet outil. Ça permet, là, je peux faire la liste de tous les paquets que j'ai installés. Par exemple, je peux en installer un. Alors attendez, tac, je vais vous en montrer un qui est super bien. Attendez. Hop là. C'est celui que je vous ai montré en vidéo d'introduction. Qui s'appelle ASCIIQuarium. Donc là, en gros, il met à jour la source des paquets. Il va... C'est toujours un peu long ça, la mise à jour de la source des paquets.
Voilà, il va nous dire quelles sont les formules qui ont été mises à jour, il va le télécharger. Tac. Et hop, ça y est, maintenant j'ai possibilité d'exécuter ASCII Quarium dans mon navigateur. Donc vous voyez, c'est vraiment un programme qui est passionnant, qui permet d'avoir des petits canards et des petits poissons qui défilent sur votre ligne de commande. Pour les gens qui disent que la ligne de commande c'est chiant, moi je trouve que c'est un bon contre-exemple. Donc voilà, autre chose qu'on peut installer, donc sur Chocolaté, la commande ça va être Choco, donc forcément sur Mac là je l'ai pas, et sur Mac ça va être apt-get install, par exemple on pourrait dire ASCII Quarium. Voilà. Donc là pareil, ASCII apt-get je l'ai pas. Mais en gros, voilà, ça vous permet, par exemple, là je vous parlais de Python. Bon bah par exemple, si vous n'avez pas Python, vous installez, si vous n'avez pas Python 3, vous installez Python 3. Donc moi je l'ai déjà installé, donc ça va rien faire, mais on pourrait se dire, vous avez envie d'installer Node, si vous voulez faire du Node.js, ou d'installer Ruby, ou d'installer, enfin voilà, tout un tas de choses. C'est un outil très puissant. C'est pas forcément le le meilleur outil pour installer par exemple Node. Je ne conseillerais pas forcément aux gens d'utiliser Homebrew pour installer Node, mais en tout cas c'est possible et ça permet de facilement avoir comment dire, à avancer sur à mettre en place un environnement de développement de façon assez simple. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai à peu près fini tout ce dont je voulais parler. Ça fait à peu près 1 heure là. Je propose qu'on passe aux questions parce que sinon ça va durer, enfin ça va faire un truc qui sera interminable et je préfère éventuellement qu'on refasse une autre session sur un sujet qui vous intéresse. Là je vois que Mars tu parles de l'éditeur Nano. Donc moi j'utilise pas l'éditeur Nano, j'utilise Vim. Et comme j'ai passé beaucoup de temps à apprendre Vim, j'ai pas envie je préfère, enfin voilà, je préfère Vim que Nano. Et donc je ne sais pas utiliser Nano, donc je ne pourrais pas t'aider. Voilà, bah écoutez, posez vos questions, n'hésitez pas. Alors, vous avez la possibilité de lever la main, et dans ce cas-là, ou alors ouvrez votre micro tout simplement. Peut-être pas tous en même temps, c'est tout quoi. Je pense qu'on va peut-être, sauf si quelqu'un a une question, on va peut-être pas trop, on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, donc on va diffuser, je vais essayer de remonter, histoire de couper les petits temps morts, la vidéo pour la diffuser sur YouTube. Je sais pas si vous faites partie du Slack des bricodeurs, mais je pense qu'on va faire un salon dédié à la ligne de commande pour poursuivre. Bon, je vous promets pas que je répondrai forcément tout de suite dans les problèmes, mais on pourra avoir un petit salon d'entraide pour ceux qui ont Slack. Ça permettra de poursuivre. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par développer certains sujets, ça pourra faire l'objet d'une prochaine formation. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi la formation. Vous pouvez rallumer vos micros et vos caméras. Je vais couper l'enregistrement et puis on peut se dire au revoir.